Lors du premier débat, votre passage à la télé a été plutôt remarqué. Sur le fond, vos arguments sont apparus rodés et sur la forme, vos attaques se sont révélées redoutablement ciselées. Alors serez-vous la révélation de ces élections européennes? Ce serait tout de même un peu vite oublié que vous faites de la politique depuis maintenant de longues années. Depuis 22 ans, précisément, quand vous adhérez au Parti communiste, oui, vous avez 17 ans. À 28, vous êtes élu conseiller de Paris, époque Bertrand Delanoë. À 34, lors du mandat suivant, Anne Hidalgo, faites-vous ce que vous êtes encore aujourd'hui, son adjointe au logement, sans oublier qu'à 3 reprises déjà, vous avez été candidat, Yann Brossard, à des élections législatives. Donc les batailles électorales, les batailles politiques ne vous effraient absolument pas. Et vous aimez peut-être plus encore la bataille idéologique. Embêter les bourgeois, en suggérant notamment l'installation à Paris d'un camp Rome dans le 16e arrondissement. On a besoin que la solidarité soit équitablement partagée à l'échelle des territoires, et donc oui, notamment dans le 16e arrondissement, qui est le plus grand arrondissement de Paris, et le deuxième moins densément peuplé. Ce vœu que vous avez exprimé d'installer un camp Rome remonte au 15 octobre 2013. Depuis, la majorité parisienne à laquelle vous appartenez a imposé un centre de SDF et plus récemment un centre pour migrants, toujours dans ce 16e arrondissement. En réalité, ces combats, ce sont ceux de toute la famille Brossat. Vos parents sont des intellectuels, des universitaires qui ont toujours milité à la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR. Et vous avez suivi le même chemin. Vous êtes un normalien, agrégé de lettres, qui avez adhéré à la jeunesse communiste à 13 ans seulement, quand vous étiez à peine adolescent. Avec eux, vous partagez probablement, Yann Brossat, la même radicalité, mais vous ne rechignez pas, vous, éventuellement, à infléchir votre tactique si c'est pour réussir une bonne opération politique. Réaction, Yann Brossat. Bon, j'entends ce que vous dites. Oui, je suis engagé depuis longtemps. Je suis un garçon fidèle et loyal. J'ai adhéré au Parti communiste il y a effectivement un peu plus de 20 ans. C'est pas une question de tactique politique. Moi, je fais de la politique parce que j'ai envie de changer la vie. Et c'est peut-être la différence par rapport à mes parents qui ont eu un engagement finalement très théorique. Moi, j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis. Et ce qui me rend heureux, c'est quand je croise une famille qui me dit, grâce à votre politique en matière de logement, mon môme, il a une chambre pour faire ses devoirs et il peut jouer. Moi, c'est ça qui me rend heureux et c'est ça qui me donne envie de me battre. Ce n'est pas de la compétence du Parlement européen, mais expliquez-nous pourquoi sortir de l'OTAN. Parce que je vois bien qu'aujourd'hui, on nous raconte une petite musique. D'ailleurs, Emmanuel Macron nous raconte cette petite musique qui consiste à nous dire on va créer une défense européenne qui nous permettra de gagner une forme d'autonomie par rapport aux États-Unis. Je dis que c'est un mensonge dès lors que nous restons dans le cadre de l'OTAN. L'OTAN, ça date de la guerre froide. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre froide. Donc je ne vois pas pourquoi nous resterions accrochés à l'OTAN. Voilà la raison pour laquelle je le dis. Pour une armée européenne extrêmement puissante, donc mettre des milliards d'euros dans la construction ? Pas du tout. Je ne dis pas du tout ça. Je dis simplement qu'il y a une arnaque dans l'argumentation qu'on nous défend. Non, moi je suis favorable à l'indépendance de la France, à la sortie du commandement intégré de l'OTAN, comme l'avait fait d'ailleurs le général de Gaulle en son temps, et je suis favorable à une baisse des dépenses militaires. D'ailleurs, puisque vous parlez du général de Gaulle, c'est assez curieux de voir un communiste se réclamer du général de Gaulle. Nous avons gouverné le pays ensemble et nous avons créé la sécurité sociale. Et vous avez, avec le général de Gaulle, enfin les communistes à l'époque, vous êtes opposé à la création d'une Europe de la défense en 1954. Donc vous êtes toujours. Mais j'y suis toujours opposé. Et d'ailleurs, je constate une chose extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne nous demande à tous les pays d'Europe de consacrer 2% de notre produit intérieur brut aux dépenses militaires. Ça, c'est quand même formidable. Le seul objectif de dépense que nous fixe l'Union européenne, ce sont des dépenses militaires. Ils nous demandent de rogner sur nos dépenses de santé, de rogner sur nos dépenses d'éducation, mais alors en matière militaire, il faut y consacrer 2% de notre PIB. Excusez-moi, ça ne me fait pas rêver. Cette course aux armements et cette relance de la course aux armements, cette course aux armements, ça n'est pas le projet de société que je défends pour l'Europe. Et je pense au contraire, comme communiste, et je pense au contraire que nous devons nous battre pour la paix, et on ne construit pas la paix en relançant la course aux armements. Alors comment vous luttez, vous ? D'abord, nous avons des alliés à l'échelle européenne. Le Parti communiste a un groupe au Parlement européen qui est composé de 52 membres. C'est la gauche unitaire européenne. Je souhaite d'ailleurs qu'elle sorte renforcée de ces élections européennes. Mais surtout, quand on regarde les votes dans le détail, on s'aperçoit que sur toute une série de sujets, on n'était pas loin de gagner une majorité. Je vais vous prendre un exemple simple. Le 4e paquet ferroviaire, celui qui a abouti à la loi sur la SNCF et à la libéralisation du transport de voyageurs. Il est passé
à 24 voix près. C'est-à-dire que si nous avions été un peu plus nombreux au Parlement européen, même au départ minoritaire avec 52 membres, nous arrivons à mener des batailles. Donc ce que je dis à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il se décide beaucoup de choses au Parlement européen, parce que les directives, elles sont soumises au vote des députés européens. Et deuxièmement, même à 52, en étant convaincant et en travaillant avec le mouvement social, on arrive à gagner des voix supplémentaires au sein du Parlement européen. La France insoumise a de fait décidé de tracer son propre chemin, et elle a décidé très tôt d'avoir sa propre liste aux élections européennes. Vous aussi, vous êtes parti très tôt. Plutôt que nous, et je sais que vous êtes une fine observatrice de la vie politique, donc vous le savez. Ce que je sais en revanche, c'est que dans cette campagne, moi je ne veux pas multiplier les bisbilles entre formations politiques de gauche. Nous sommes déjà suffisamment en difficulté à gauche. Vous le faites en permanence en fait. Je ne le fais pas et je ne l'ai pas fait depuis le début de cette émission. Moi, je ne veux pas de ça. Et je ne veux pas avoir un mot de travers pour des gens avec lesquels, de toute façon, après le 26 mai, il va bien falloir que nous retravaillions ensemble. C'est ça le paradoxe, c'est que vous siégerez peut-être le 26 mai au soir ou le 27 mai en l'occurrence dans le même groupe au Parlement européen. En revanche, ici, en France, pourquoi n'arrivez-vous pas à dialoguer ou à faire programme ou combat commun? Ce groupe, les communistes l'ont construit dès les années 80. Donc c'est notre groupe, c'est le groupe dans lequel nous siégeons depuis longtemps. Et comme nous sommes des gens partageurs et accueillants, nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui veulent siéger avec nous. C'est juste pour que nos électeurs et nos auditeurs comprennent. En l'occurrence, vous siégez ensemble au Parlement européen, mais impossible de vous entendre ici en France. Je pense profondément. Sortir des traités européens. Oui, bien sûr, je dis qu'il faut s'affranchir des traités européens. Je constate d'ailleurs qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne, comme les Portugais qui ont maintenant un gouvernement de gauche, ont décidé contre les recommandations de l'Union européenne d'augmenter les salaires, d'augmenter les minima sociaux, et leur économie s'en porte mieux. La règle des 3%, bien sûr, c'est une absurdité totale. Qui a été votée par référendum en France. Il faut rappeler que ça date du référendum de Maastricht et que ça a été adopté donc par une majorité des électeurs français. Une petite majorité, et à l'époque d'ailleurs, les communistes ont eu raison de s'y opposer. Oui, mais enfin, la deuxième fois qu'on a posé la question aux Français au moment du traité constitutionnel européen, à une majorité plus forte encore, ils s'y sont opposés et ils ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol de cette Europe libérale. Donc ce que je dis, oui, c'est qu'il faut s'affranchir de ces règles absurde. Bah oui, mais enfin, le vote de 2005. C'est exactement ce que vous reprochez justement à ceux qui vous disent le vote de 2005 c'est décidé à quelques mètres près. Il y a eu un 1992 aussi. Bien, en 2005, il y a eu un vote et ce vote a été massif. Ne soyez pas de mauvaise foi, Yann Brossard. Je ne suis jamais de mauvaise foi. Ah, là, vous êtes particulièrement. Ce qui est honteux, c'est qu'on n'ait pas tenu compte du vote des Français en 2005 et que Nicolas Sarkozy ait validé ce traité par la voie parlementaire. Non, je dis qu'en 1992, ils avaient tranché. Leur vote a d'ailleurs été respecté. Non mais attendez, ce qui est fou, c'est que quand ils disent ce qui correspond à la doxa libérale, on tient compte de leur avis, et quand ils disent non, on ne tient plus compte de leur avis. Donc c'est deux poids, deux mesures. C'est quand même une drôle de conception de la démocratie. J'en finis. Oui, il faut s'affranchir de cette règle des 3%. D'ailleurs, aucun économiste n'est capable de nous dire pourquoi c'est 3%, pourquoi c'est pas 4%, pourquoi c'est pas 5%. Et d'ailleurs, je vois que même des gens qui ne sont pas de grands révolutionnaires comme Nicolas Hulot, au moment où il est sorti du gouvernement, a dit il faut sortir du calcul des 3% les dépenses qui visent à réaliser des investissements pour la transition énergétique. Donc oui, je dis que ce serait salvateur de se sortir de ces règles absurdes. Je dirais que l'Europe était au départ une belle idée. On nous a dit c'est la paix, c'est la prospérité, c'est la démocratie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la paix, on a la guerre économique, on n'a pas la prospérité, on a 87 millions de pauvres. On n'a pas la démocratie, on a le pouvoir des lobbies. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps de changer profondément le cours de l'Union européenne. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, si l'Europe ne répond pas à ses promesses de départ, c'est parce qu'elle est malade du libéralisme. Et donc il nous faut enfin arrimer l'Union européenne à un projet qui soit un projet de progrès social. Je pense que c'est ce qui peut sauver l'Europe. La France insoumise a de fait décidé de tracer son propre chemin, et elle a décidé très tôt d'avoir sa propre liste aux élections européennes. Vous aussi, vous êtes parti très tôt. Plutôt que nous, et je sais que vous êtes une fine observatrice de la vie politique, donc vous le savez. Ce que je sais en revanche, c'est que dans cette campagne, moi je ne veux pas multiplier les bisbilles entre formations politiques de gauche. Nous sommes déjà suffisamment en difficulté à gauche. Vous le faites en permanence en fait. Je ne le fais pas et je ne l'ai pas fait depuis le début de cette émission. Moi, je ne veux pas de ça. Et je ne veux pas avoir un mot de travers pour des gens avec lesquels, de toute façon, après le 26 mai, il va bien falloir que nous retravaillions ensemble. C'est que vous siégerez peut-être le 26 mai au soir ou le 27 mai en l'occurrence dans le même groupe au Parlement européen. En revanche, ici, en France, pourquoi n'arrivez-vous pas à dialoguer ou à faire programme ou combat commun? Ce groupe, les communistes l'ont construit dès les années 80. Donc c'est notre groupe, c'est le groupe dans lequel nous siégeons depuis longtemps. Et comme nous sommes des gens
partageur et accueillant, nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui veulent siéger avec nous dans ce groupe. C'est juste pour que nos électeurs et nos auditeurs comprennent, en l'occurrence, vous siégez ensemble au Parlement européen, mais impossible de vous entendre ici en France. Il y a un volet écologique important aussi dans votre programme. Et puis il y a une petite histoire, si j'ose dire. Vous avez dénoncé des personnalités qui prennent l'avion et qui envoient des messages comme quoi il faut respecter l'environnement. Et puis vous-même, des internautes ont décelé que vous-même, vous aviez pris l'avion pour prendre des vacances. Donc on a dit, finalement, c'est 2 poids 2 mesures. Alors quelle est la réalité? Vous dites, il ne faut plus prendre l'avion, ou vous continuez à le prendre vous-même? Qu'est-ce qu'il faut faire? Jeff Wittenberg, je l'avoue, j'ai déjà pris l'avion dans ma vie. Et lorsque j'ai rencontré le maire de New York pour échanger sur l'encadrement des loyers, je n'y suis pas allé à la nage. Ceux qui le prennent. Simplement, je dirais 2 choses. D'abord, oui, je trouve honteux que lorsqu'on parle d'écologie, on pointe du doigt l'ouvrier qui utilise son vieux diesel et dans le même temps, on ne taxe pas le kérosène. C'est absurde parce qu'on le sait très bien, le kérosène est beaucoup plus polluant que ne l'est le vieux diesel utilisé par l'ouvrier qui se rend en voiture à son usine. Donc 2 choses. Il y a des trajets qui sont courts et qui peuvent être effectués en train. Paris-Lyon en avion, c'est débile. Ça prend plus de temps, c'est plus polluant. Ces trajets-là devraient être interdit dès lors qu'on peut les réaliser en train en moins de 2 heures. D'ailleurs, j'ai noté que le Parlement des Pays-Bas a interdit les trajets entre Amsterdam et Bruxelles. Ça a été fait par les Pays-Bas. Ça devrait pouvoir être fait en France. Les parlementaires européens devraient pouvoir interdire un certain nombre de liaisons aériennes au sein même des pays de l'Union. Qui peuvent être réalisées en moins de 2 heures en train. Et puis deuxièmement, il y a des trajets qui sont plus longs. Paris-New York, c'est effectivement plus long. Sur ces trajets-là, je pense effectivement qu'il faudrait taxer le kérosène comme de nombreuses personnes l'ont proposé. Donc, les billets d'avion de façon aussi importante et donc priver certaines personnes de prendre l'avion. On n'est pas forcé d'en faire exploser le prix. Simplement, ce que je vous dis, c'est que je préfère qu'on finance la transition énergétique en taxant l'avion qu'en taxant le vieux diesel de l'ouvrier.